Voilà, merci beaucoup. Donc, en effet, je vais vous parler d'une maladie auto-immune qui est particulièrement délétère et qui est très, très difficile à assumer pour les personnes qui en sont atteintes, et de nos efforts à développer une nouvelle voie thérapeutique d'immunomodulation qui soit complètement différente de ce qu'on a actuellement comme voie pour traiter les patients. Alors, quelques mots sur cette pathologie. Donc, comme je le disais, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire est détourné de ses fonctions primaires, et au lieu de ne seulement réagir contre un agent infectieux, va considérer ses propres éléments, ses propres tissus comme du non-soi, comme un agresseur, et donc retourner toute la défense immunitaire contre ses propres tissus. Donc le lupus, en fait, n'est pas une maladie rare. Comme vous le voyez, plus de 5 millions de patients dans le monde, mais elle est assez mal connue et elle est souvent très très difficile à diagnostiquer. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est extrêmement polymorphe et que l'on peut rencontrer des patients avec des formes neurologiques, rénales, cardiaques et bien d'autres. Donc tout ceci fait un bilan évidemment très, très, très différent d'un individu à l'autre, qui peut d'ailleurs cumuler plusieurs maladies auto-immunes et plusieurs formes. Donc en effet, de nouveau, une grande hétérogénéité. Alors, quelque chose qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les maladies auto-immunes systémiques, c'est le fait que beaucoup plus de femmes sont atteintes. Et dans le lupus, c'est 90% de femmes, 10% d'hommes, donc, et souvent des jeunes femmes, donc en âge de procréer, avec tout ce que vous pouvez imaginer derrière, donc au niveau de la qualité de vie, la qualité familiale, la possibilité de travailler, etc. L'étiologie, tout aussi compliquée, hein, donc avec toute une série de gènes qui sont impliqués et qui peuvent également différer selon les individus et l'origine de ces individus. Vous l'aurez compris, une composante hormonale et environnementale qui peut faire déclencher la maladie chez ces patients. Donc, vous voyez que les différentes formes, et alors lupus vient de ce masque très, très typique que les patients, mais pas tous, développent et qui font penser donc à un masque de loup. Et puis, il y a une forme également néonatale. Là, en fait, le petit n'est pas lui-même atteint, mais il y a un transfert des auto-anticorps, donc des anticorps qui sont dirigés contre le soi, donc qui passent de la mère à l'enfant. Et il y a quelques années, nous avons découvert avec Johan Hebeck un récepteur cardiaque qui est impliqué donc dans la reconnaissance de ces anticorps. Et ce récepteur est seulement accessible aux anticorps dans le cœur fœtal et pas dans le cœur adulte. Donc là, ça a été également une grande découverte de notre laboratoire. Alors, pour une maladie aussi compliquée, aussi délétère, comme vous l'avez compris, eh bien, il n'y a en fait aucun traitement aujourd'hui. Donc, on administre aux patients donc des immunosuppresseurs pour essayer de diminuer ces défenses immunitaires. Donc, aucune spécificité de ces traitements. Donc ils sont efficaces, hein. On ne va pas dire que c'est une maladie orpheline, pas du tout. C'est une maladie où on a des traitements, mais comme je le disais, non spécifiques, mais qui sont donc palliatifs, c'est-à-dire qui diminuent les symptômes, qui améliorent certaines fonctions, la qualité de vie, et qui sont bien entendu personnalisés, puisqu'ils vont être adaptés aux symptômes de chaque individu. On ne traite pas de la même manière quelqu'un qui a un lupus neurologique ou un lupus rénal, qui sont adaptés à la sévérité et qui varient au cours de la maladie, qui évoluent par poussée. Et aujourd'hui, personne ne sait ce qui déclenche une poussée ou ce qui fait que la maladie devient tout à fait quiescente pendant des mois. Donc tout ceci n'est pas connu. Et puis, évidemment, les personnes qui sont sous corticoïdes, sous immunosuppresseurs pendant des mois, des années, ont des effets secondaires importants, notamment développement éventuel de cancer et surtout d'infections. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire que les patients sont surtout atteints d'infections avec beaucoup plus d'effets que de leur propre maladie, souvent. Alors, quel est le challenge que nous avons ? C'est de développer des molécules efficaces, évidemment,
mais qui cible tout à fait spécifiquement des mécanismes qui sont à proprement parler impliqués dans la physiopathologie lupique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut beaucoup mieux connaître toutes les bases moléculaires, cellulaires et génétiques de cette pathologie. Et nous essayons de trouver cette molécule qui pourrait vraiment agir de manière spécifique avec le moins d'éléments secondaires possibles. Alors, c'est une dia un petit peu compliquée. Je ne vous demande évidemment pas de tout saisir, c'est les bases un peu de l'immunologie. Donc aujourd'hui, toutes les nouvelles molécules qui sont développées par l'industrie pharmaceutique et par les laboratoires de recherche sont essentiellement dirigées contre le lymphocyte B. Alors pourquoi ce lymphocyte B? C'est parce que ce lymphocyte est celui qui va ensuite se diversifier dans ce qu'on appelle le plasmocyte, et c'est ce plasmocyte qui sécrète les auto-anticorps que l'on retrouve chez les patients, auto-anticorps qui peuvent se lier à leur antigène et se déposer dans les tissus, engendrer une inflammation. Donc ce lymphocyte B est vraiment la cible choisie par la grande majorité des, si pas tous les développeurs aujourd'hui de médicaments dans le lupus et dans nombre de maladies auto-immunes où les anticorps sont impliqués. Comme vous le voyez ici, donc, il s'agit très très souvent d'anticorps thérapeutiques. Donc des anticorps qui ont été soit humanisés pour évidemment être administrés à l'homme. Donc on parle d'anticorps qui vont aller se lier à des sites pour aller bloquer ce lymphocyte B. Et normalement, ce lymphocyte B, pour pouvoir se diversifier, est sous la dépendance d'un autre lymphocyte qui s'appelle lymphocyte T, qui lui apporte des signaux d'activation. Et vous allez voir que dans notre cas, et c'est là l'originalité de notre projet, c'est que nous ciblons ce lymphocyte T, donc en amont du lymphocyte B, qui est actuellement la cible privilégiée pour les futurs traitements actuels. Donc c'est cette cellule-là que nous avons choisi de cibler au travers de sa propre interaction. Donc en fait, je ne vous cacherai pas que le peptide qui est aujourd'hui, que je vais vous décrire et qui entre aujourd'hui en phase 3 d'essai clinique, a été découvert de manière fortuite. En fait, à l'époque, nous travaillions chez la souris, dans des modèles de lupus, puisque tout le laboratoire, environ 60 personnes, travaillent sur le lupus depuis un grand nombre d'années maintenant. Et à l'époque, nous essayions de caractériser des peptides qui étaient reconnus par les lymphocytes T de ces souris qui développent un lupus. Et nous avions choisi une protéine nucléaire qui s'appelle, bon, c'est égal, la protéine U170K, qui est présente dans un gros complexe ici qui intervient donc dans le splicing des RNA. Et nous avons donc synthétisé tous ces peptides chevauchants, et un seul peptide était reconnu par les lymphocytes T. Donc ce peptide, évidemment, il sort vraiment de la liste, hein. Tous les autres sont complètement négatifs. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi ce peptide, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Donc nous avons vu qu'il avait un motif particulier d'interaction avec cet ARN, très bien. Et puis, nous avons vu qu'il avait 2 sites potentiels de phosphorylation, donc 2 sérines, 2 résidus de sérine. On retombe sur les sérines de la gréline. Et ces 2 sérines, donc par synthèse chimique, nous les avons phosphorylées. L'un des peptides était très peu soluble, donc nous l'avons mis de côté, nous l'avons abandonné. Et l'autre peptide était normalement soluble, donc nous avons poursuivi son étude. Et comme cette sérine était en position 140, donc dans le peptide 131-151, donc qui couvre les résidus 131-151 de la protéine, nous l'avons appelé P pour phosphorylation et 140 pour le résidu 140 qui est phosphorylé. Et ce peptide, nous l'avons administré à des souris lupiques lorsqu'elles sont jeunes. Et nous nous sommes aperçus que ce peptide était capable d'augmenter de manière très significative la survie
des souris, et puis de diminuer toute une série d'effets cliniques chez ces souris, à savoir la maladie rénale au travers de la protéinurie, diminuer les anticorps anti-ADN, qui sont des marqueurs de la maladie lupique, diminuer également la dermatite. Ici, vous voyez des souris non traitées, ici des souris traitées, et d'autres éléments, et notamment au niveau vasculaire. Donc, ce peptide était tout à fait impressionnant. Vous voyez que la médiane de survie des souris, qui est normalement d'environ une vingtaine de semaines, était quasiment doublée. Donc, des résultats tout à fait impressionnants. Donc, nous sommes attardés sur ce peptide-là, et nous avons remarqué qu'en effet, il était capable de bloquer ces lymphocytes T qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, apportent l'aide à ces lymphocytes B. En effet, vous voyez ici en orange que les lymphocytes T ne peuvent plus reconnaître toute une série de peptides, et donc là, cette réactivité était tout à fait impressionnante. Alors sur le moment, ça nous a fait un petit peu peur, parce qu'on s'est dit, mon Dieu, on diminue les réponses immunitaires, mais il ne faudrait pas que tout soit diminué et qu'à ce moment-là, on se retrouve dans un schéma d'immunosuppression. Donc on a été infecter nos souris traitées par le peptide, avec en l'occurrence le virus de la grippe, et nous avons vu que nos souris traitées par le peptide P140 étaient tout à fait capables de monter une réponse immunitaire tout à fait normale contre le virus, et donc clairement le peptide P140 n'est pas un immunosuppresseur, il ne bloque l'activité lymphocytaire que contre les éléments du soi, et donc contre la réponse auto-immune, mais pas du tout contre le non-soi. Et ça, c'était un élément extrêmement important si nous voulions développer par la suite un médicament qui soit différent de ce que l'on donne actuellement aux patients. Donc là aussi, nous avons commencé à regarder ce qui se passait non plus au niveau des souris, mais des patients, et exactement la même chose a été observée. Donc dans ce cas-là, nous avons collecté le sang évidemment des patients lupiques. Nous avons regardé la réactivité des lymphocytes de ces patients vis-à-vis du peptide, et de la même manière, nous avons observé que le peptide bloquait la prolifération de ces lymphocytes T, et que ces lymphocytes T sécrétaient de manière tout à fait intéressante une cytokine que l'on appelle l'IL-10, qui est une cytokine immunorégulatoire et pas du tout, plus du tout de cytokine pro-inflammatoire. Donc nous avions détourné la réponse immunitaire vers une réponse protectrice et non plus agressive. Et puis là, on a eu la chance de rencontrer un personnage qui nous a évidemment qui a permis que tout ce projet prenne forme. Donc il s'agit de Robert Zimmer, qui avait toute une expérience antérieure de développement de médicaments. Parce qu'au CNRS, encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais on n'est pas fait pour faire du développement de médicaments. On ne sait pas faire. On fait notre recherche, mais là, c'est un domaine qui nous est étranger. Donc, on sait quand même déposer un brevet, ça, on sait faire. Mais ensuite, pour développer des phases cliniques, on a vraiment besoin de conseils, d'aide et de professionnels de cette discipline. Donc, brevet en effet en 2001. Ensuite, il y en a eu toute une série pour consolider évidemment ce premier brevet. La licence a été accordée donc à Immupharma, société que nous avons créée, donc une spin-off de notre laboratoire avec Robert Zimmer qui en a pris la présidence. Ensuite, il y a eu les phases de toxicité, rats, chiens, singes. Une phase 1 chez des individus sains. Une vingtaine. Ensuite, une phase 2A chez 20 patients lupiques. Alors, une phase 2A dans notre domaine, c'est une phase sans placebo où les individus savent qu'ils reçoivent la molécule active. Et donc, vous voyez qu'après, ça s'est enchaîné très rapidement dans les dates. Et ensuite, il y a eu, comme les résultats étaient très encourageants, une phase 2B, donc avec un placebo multicentrique, double aveugle, qui s'est déroulé en 2008.
Ensuite, il y a eu, je reviendrai évidemment sur les résultats, une deuxième phase 2B qui a été réalisée par la société Cephalon, qui a eu une sous-licence du brevet. Et donc, c'est une société aux États-Unis, à Philadelphie, qui avait repris les droits de ce produit. Mais malheureusement cette société s'est fait racheter et donc nous avons au niveau d'Imu Pharma récupéré toute la gestion du projet et maintenant, cette année, dans quelques semaines, va débuter une phase 3 d'essais cliniques vu les résultats obtenus dans la phase 2B. Donc tous les résultats ont été publiés, donc on peut retrouver ça donc, dans les publications. Alors vous voyez qu'ici les dates, ça s'espace de plus en plus. Ce n'est pas du tout pour des problèmes ni scientifiques, ni de patients, ni d'identification de centres qui vont être impliqués, mais c'est tout simplement pour trouver les finances évidemment, qui manquent. Et vous connaissez les coûts de ces phases cliniques qui sont très importants. Et pour des structures comme les nôtres, cela pose évidemment pas mal de problèmes. Donc les résultats de la phase 2B, eh bien, donc une phase en double aveugle, comme je l'ai dit, placebo, 149 patients dans 4 pays européens et sud-américains, donc 12 centres. Les patients recevaient évidemment un traitement de fond, parce qu'on ne peut pas arrêter leur traitement pour essayer un nouveau traitement. Le peptide P140 qui s'appelle Lupusor a montré qu'il était efficace et sans effet indésirable. Donc ça, c'est évidemment un résultat extrêmement important. Et il y a eu plusieurs bras, comme on dit dans cet essai, avec soit une injection 2 fois par mois, soit 1 fois par mois, et évidemment le troisième bras qui était un placebo. Et c'est finalement l'essai où on donne le peptide 1 fois par mois qui s'est avéré le plus efficace. Donc après 3 injections seulement du produit, 200 microgrammes de peptide, ce qui est vraiment très très peu, non pas par kilo, mais par individu, donc ce qui est vraiment une quantité extrêmement minime, eh bien, nous avons eu le meilleur succès. Et on voit ici que dans cette étude, 62% des patients sont répondeurs sous actifs contre 39% sous placebo. Alors j'insiste sur ce 62%, je vous ai dit tout à l'heure combien la maladie est hétérogène. Donc 62% de répondeurs dans une pathologie aussi diverse, avec des symptômes aussi différents, c'est une véritable excellente surprise, bonne surprise pour ce produit. Donc, nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires de la FDA pour commencer cette phase 3 qui débute incessamment avec ce qu'on appelle un fast track, c'est-à-dire qu'en cas de succès, nous pourrons très rapidement mettre cette molécule, ce peptide, en utilisation médicament, évidemment, au sein de systèmes hospitaliers et sans arrêter les phases cliniques qui vont se poursuivre en parallèle. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de collecter tous les résultats à long terme, puisque cette phase clinique est arrêtée et terminée depuis 7 ans. Et donc les indications que nous avons eues sont très positives. Et donc on est en train de finir cette analyse qui va bien sûr être publiée. Alors aujourd'hui, nous savons comment ce peptide se distribue chez la souris, en tout cas après injection. Il se localise dans la rate qui est dans une zone riche en lymphocytes. C'est exactement ce qu'on espérait. On sait comment le peptide rentre dans la cellule. Il rentre par une voie des clatrines, ce qu'on appelle une voie des clatrines. On le retrouve dans des endosomes précoces, puis tardive, il se localise dans le lysosome et c'est dans le lysosome qu'il effectue son action. Et en fait, via un mécanisme qui est lié à l'autophagie, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout est en cours de publication, accepté, donc qui va sortir très rapidement. Donc le peptide, en fait, déstabilise cette molécule donc, du CMH qui est une molécule de présentation du peptide aux cellules T,
puisqu'il n'y a plus, ou très peu, ou beaucoup moins de molécules de présentation, ce lymphocyte T ne va plus être activé. S'il n'est lui-même plus activé, il ne pourra pas apporter d'aide, donc d'activation, au fameux lymphocyte B dont je parlais tout à l'heure. Cette cellule, ce plasmocyte, ne pourra pas être produit, donc ce lymphocyte B ne va pas se diversifier, et donc moins d'anticorps, moins de dépôt d'anticorps dans les tissus, et moins d'inflammation. Donc vous voyez que notre produit agit ici tout à fait en amont de la réponse, de toute cette cascade de la réponse immunitaire. Et pour nous, c'est vraiment un élément clé je dirais, de cette réussite. Donc nous savons très bien que le chemin sera encore long avant d'avoir le médicament. Et nous espérons tous mettre beaucoup de choses dans ce futur médicament. En tout cas, tout porte à croire que nous pourrons le mener assez loin. Vous voyez ici ce cartoon qui est tout à fait symptomatique de ce qui existe. Je reçois très souvent des messages me disant « Merci de travailler pour nous » parce qu'il y a très très peu d'essais cliniques pour cette pathologie, en tout cas des essais cliniques qui semblent aussi prometteurs. Mais je dois dire que nous avons eu énormément de chance tout du long de ce programme. En effet, quand on voit, encore une fois, l'hétérogénéité de cette pathologie, comment on pouvait imaginer qu'un peptide, un simple peptide, allait pouvoir à lui seul améliorer cette pathologie aussi complexe. Au départ du travail, rien ne nous laissait présager d'un tel mécanisme d'action. Donc, tout passe par l'autophagie, que je n'ai pas développé ici, mais on ne connaissait même pas, on ne savait même pas que l'autophagie était importante pour les maladies auto-immunes en général et la maladie lupique en particulier. Ce peptide phosphorylé, cette phosphorylation est extrêmement importante. Je ne l'ai pas dit, mais le peptide non phosphorylé n'a aucune activité. Rien ne pouvait laisser présager que de l'importance de cette phosphorylation, de ce site de phosphorylation. On aurait pu prendre l'autre peptide. S'il avait été soluble, on aurait peut-être engagé toutes nos études sur l'autre peptide, ce qui, évidemment, n'aurait peut-être pas donné les mêmes résultats. Et puis, l'atout des peptides. Tout à l'heure, on n'en a pas trop parlé, mais le peptide par rapport à l'anticorps thérapeutique est vraiment un outil thérapeutique important. On peut en produire en très grande quantité, même par tonnes s'il le faut. On peut avoir une grande pureté, et nous avons l'expérience de ce genre de produit. Le peptide seul n'est pas immunogène, c'est-à-dire qu'il ne va pas déclencher à lui-même une réponse immunitaire, alors que les anticorps thérapeutiques, même humanisés, peuvent déclencher une réponse immunitaire. Leur biodisponibilité est importante. Dans notre cas, le peptide est très stable, certainement dû à la présence de cette phosphorylation, parce que le peptide non phosphorylé est très peu stable en comparaison. Et puis, le coût des peptides est évidemment relativement, je dirais, modéré par rapport à un anticorps thérapeutique. Voilà, et de mon côté aussi, j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe qui a contribué. Voilà, l'équipe actuelle et également tous les anciens membres de mon équipe qui ont contribué. Chacun a amené sa petite pierre dans ce programme qui a été important. Et puis, évidemment, tous nos sponsors, y compris les investissements d'avenir, la région Alsace et évidemment ImuPharma, qui a vraiment grandement contribué à faire que ce produit maintenant arrive là où il arrive. Merci pour votre attention.